alors que les femmes en étaient complètement écartées. Donc j'ai l'impression que c'est l'histoire des hommes par les hommes, et peut-être pour les hommes, et que les femmes auraient besoin peut-être de leur histoire. On va commencer par là, j'étais pris en défaut là, gravement, très gravement. Allons plus loin même, on peut dire que dans les années 70, au moment où existaient ces fameux triomphes de librairie dont j'ai parlé, c'est-à-dire Libert, Le Roi Laverie, Duby, qui sont des grands historiens, hein, ça c'est pas le problème. En fait, existait une autre histoire à la marge qui contestait déjà le récit historique académique traditionnel, qui était l'histoire du féminisme. C'est-à-dire que le premier récit qui a contesté le récit dominant historique, c'est le discours féministe. C'est le premier. C'est ce premier récit-là. En particulier porté par des historiennes comme Michel Perrault ou Arlette Farge, qui ont été les premières à contester radicalement et à critiquer, disons radicalement, ce récit qui n'était fait que par des hommes et pour des hommes, c'est-à-dire un récit masculin. Et à partir de cette contestation et de cette critique est née une discipline qui va, j'allais presque dire, envahir toutes les autres disciplines, ce qu'on appelle le gender, c'est-à-dire le fait qu'on étudie les sociétés à partir du genre, c'est-à-dire masculin ou féminin. Et c'est une tendance dominante aujourd'hui dans les productions anglo-saxonnes, mais vous avez raison, pas encore françaises suffisamment. C'est-à-dire que dans les années 90-2000, ce qu'on appelle la production autour du genre, en particulier maintenant, est devenue une production très 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 importante. Mais vous voyez, je suis encore le produit de l'ancien monde, puisque je suis encore formé par le récit républicain, jacobin, révolutionnaire, ultra-centralisé, masculin, qui fait que, effectivement, je suis passé à côté de cela, alors que mon parcours personnel, individuel, n'était pas du tout un parcours académique. Parce que, en même temps qu'il y avait de ma part un récit académique, en fait, mon principal apport, ma principale école, ma principale université a été le combat politique dans les années 70, même si j'ai tous les diplômes nécessaires dans le cursus académique, et c'est pas là que j'ai appris le plus. J'ai appris par l'engagement politique. C'est clair et net. J'ai écrit un livre qui s'appelle La dernière génération d'octobre, qui raconte tout ça, où j'ai pu m'ouvrir au monde, à la culture, au mouvement révolutionnaire en Amérique latine, en Asie, au Maghreb, au Vietnam, tout ce que vous voudrez. Et je l'ai appris par là, donc à travers des luttes politiques. Et dans ces luttes politiques, il y avait bien sûr les luttes sociales, mais déjà dans les années 70, il y avait les luttes de femmes, des luttes des femmes, qui précisément essayaient d'avoir un autre discours. Mais à l'intérieur du récit, entre guillemets, contre-académique, historique, enfin le récit révolutionnaire, ce qui dominait, c'était le récit social. Le récit autour des femmes était minorisé. Enfin, c'était pas un récit valorisé. C'est-à-dire qu'on expliquait qu'il fallait d'abord changer la société pour qu'ensuite la condition des femmes évolue et change. C'était le récit aussi dominant à gauche, voire à l'extrême gauche. C'était encore le récit dominant, ce qui fait que la question des femmes restait à la marge, y compris dans les écritures les plus révolutionnaires. Elle restait encore à la marge, même dans ces écritures révolutionnaires. Donc c'est vous dire si vous avez raison, encore aujourd'hui en 2011, de venir bousculer et de combattre, parce que c'est un combat qui n'est absolument pas fini, surtout en France. Donc voilà, ça c'est une précision qui est très, très importante. Sur la seconde question, il y a dans l'actualité présente des questions de mémoire qui se posent. Vous voulez parler bien sûr de révolte dans le monde arabe, qui affecte aujourd'hui des pays comme la Tunisie, l'Égypte, la Libye, la Syrie, peut-être demain le Maroc, je ne sais pas. J'ai rencontré des amis marocains qui m'ont dit non, nous c'est pas politique, c'est que économique. Nous c'est les gens manifestent, c'est que de l'économie. C'est pas du tout de la politique, c'est faux, etc. J'en ai entendu beaucoup comme ça. En Algérie c'est pareil, parce qu'on dit non, nous on a déjà fait la révolution, c'est fini. Donc on a déjà fait tout ça. C'est la révolution, elle est déjà loin, donc c'est fini. Donc les Algériens et les Marocains, par conséquent, on ne se considère pas dans ce mouvement général. Bon, inutile de vous dire que je ne crois pas du tout, c'est juste une boutade, bien entendu. Alors, comment on peut discerner l'impact, la puissance, le rôle, le poids de la mémoire dans ces histoires? Pour une raison qui est très très simple à mon avis. C'est que dans la plupart de ce qu'on appelle le monde arabe, les pays du monde arabe, il y a le sentiment très fort
que les indépendances politiques des années 60, des années 50 ont été des indépendances confisquées. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans des situations d'indépendance politique, par rapport aux anciennes métropoles, etc., mais ça n'a pas débouché sur la démocratie. C'est-à-dire que les indépendances ont été confisquées par des bureaucraties militaires, par des castes politiques, par des familles régnantes, par tout ce que vous voudrez, etc. Et que dans le fond, il faut reprendre l'histoire là où elle s'est arrêtée. C'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée, cette histoire, dans les années 50-60, et elle est rentrée dans une forme de glaciation. C'est-à-dire que c'est cette forme figée d'histoire où les régimes n'ont pas évolué. C'est-à-dire qu'ils ont été des régimes statiques, autoritaires, bureaucratiques, militaires pour certains, qui fait qu'effectivement, c'est des systèmes à parti unique qui ont empêché que l'histoire réelle s'accomplisse. C'est en termes d'égalité politique, de citoyenneté, de respect de l'humanité, du rapport égalitaire homme-femme, etc., etc. Je ne veux pas ici faire le détail de tout ce qui est en retard, entre guillemets, sur le plan de la démocratie politique. Et ce sont des choses très simples, en fait, que réclament la plupart des citoyens de ces sociétés. Eh bien, ils réclament tout simplement des rapports d'égalité politique. Vous savez, c'est pas très compliqué de se dire, mais quel est leur programme? Mais qui sont ces gens qui se révoltent? C'est très simple. Ils veulent l'égalité, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, qui est le Premier ministre? On ne sait pas. Comment le Parlement est élu? On n'en sait rien. Qui sont les noms de nos députés? On ne sait pas qui c'est. Tout se passe derrière les rideaux, les militaires, le Marzel, je ne sais pas quoi, etc. Mais maintenant, ça suffit. C'est-à-dire qu'on veut savoir qui est qui, et on veut pouvoir tout simplement être égaux devant la loi. C'est tout. C'est pas très. Ils ont un programme assez simple. C'est un programme qui n'est pas du tout, révolutionnaire au sens nouveau modèle de société capable de bouleverser, je ne sais pas quoi. Non, ce sont des modèles très simples, sur ce qu'on appelle l'effet 89 du monde arabe, c'est-à-dire des rapports de citoyenneté, qui est plus de parlement croupion, un parlement responsable, élu régulièrement dans le peuple, une presse indépendante, libre, des syndicats libres, bon, ça suffit, les combats de transmission, une télé qui soit ouverte quand même sur l'opposition, parce qu'on a des télés quand même dans le monde arabe qui sont quand même des télés où il n'y a que pratiquement disons que le bulletin officiel de la météo qui est conforme, disons, à la réalité, parce que pour le reste, tout le monde se branche soit sur les chaînes européennes, soit sur les chaînes arabes dissidentes, en particulier Al Jazeera, qui est une des rares chaînes, disons, qui donne la parole à toutes les oppositions politiques. Donc évidemment, dans tout le monde arabe, tout le monde regarde Al Jazeera, du fin fond du Mzab jusque je sais pas, l'Arabie Saoudite, enfin, c'est difficile de pouvoir accéder à ça. Mais donc c'est la chaîne Al Jazeera, évidemment, qui a un espace de liberté, un espace de confrontation, de diversité, de pluralité, tout simplement. Alors que quand vous regardez le NTV, même 2N et tout ça, bon, Sa Majesté a inauguré, etc. Abdelaziz Bouteflika est allé aujourd'hui inaugurer je sais pas quoi, bon, personne ne regarde, quoi. Ils attendent la météo, voir s'il fait beau demain, 22, tout ça. Bon, et après, on va regarder les vraies chaînes, quoi. On va regarder. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent, les gens? Ils veulent tout simplement avoir la possibilité d'avoir une vraie télé, quoi. C'est-à-dire où il y a des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, il y a des débats, des talk shows, enfin, vous voyez, des trucs simples, hein. C'est pas très révolutionnaire, dans le fond, c'est assez... bon. Et alors, à partir de là, la mémoire, c'est quoi? C'est le fait que, dans le fond, tous ces gens qui avaient combattu pour plus de liberté, parce que qu'est-ce que c'était le temps colonial? C'était inégalitaire, les gens n'avaient pas la citoyenneté, ils n'avaient pas l'égalité juridique, ils n'avaient pas le droit de voter, ils n'avaient pas les mêmes droits, etc. Et il y a eu le passage aux indépendances précisément parce qu'ils voulaient ça. C'est ça qu'ils voulaient. Les gens, ils voulaient ça. Ils ne voulaient pas, ils ne sont pas battus, ils ne sont pas morts pour dire on veut un parti unique, l'armée au pouvoir, le régime dynastique où les gens se succèdent sans jamais donner de compte, le fils succède au père de manière normale. Vous croyez que les gens sont morts pour ça? Ils ont donné leur vie pour ça? Non, sûrement pas. Donc, la mémoire, c'est celle, dans le fond, des pères qui s'estiment trahis, c'est-à-dire bafoués par ce qui est arrivé après les indépendances politiques. Voilà le poids de la mémoire. Et je ne crois pas que des pays comme l'Algérie ou le Maroc puissent échapper à ça, c'est pas possible. Ils ne s'échapperont pas à ça, parce que c'est un vent qui est trop fort, qui souffle trop fort, qui vient de partout, c'est un vent qui arrive de partout, qui arrive par les télés, bien sûr, mais qui arrive par Internet, qui arrive par les réseaux sociaux, par Facebook, où les gens échangent des vidéos. Enfin, Facebook, c'est une révolution extraordinaire. Vous êtes sur Facebook, vous ouvrez votre compte Facebook, et qu'est-ce que vous voyez? Des vidéos que le type, il a filmé dans la rue avec son portable, et il vous envoie ça pratiquement en direct. Bon, c'est un truc hallucinant. Comment voulez-vous que les États puissent contrôler tout ça? C'est plus possible.
Donc à partir de ce moment-là, vous avez une nouvelle génération qui arrive sur la scène, des gens qui ont aujourd'hui 20 ans, 30 ans, 25 ans, et qui, eux, ne comprennent pas les histoires de succession dynastique, de militaires, de partis uniques, ils ne comprennent pas, tout simplement. Ils disent... Donc cette nouvelle génération qui arrive, elle veut à la fois récupérer le combat des pères et des grands-pères, mais en même temps, ils veulent créer une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. C'est-à-dire ne pas ruminer les échecs, les années 70, le socialisme. Non, c'est fini ça. C'est terminé. Ils sont dans le futur. Ils disent on veut avancer. Ils ne sont pas dans la rumination de l'histoire. Ils ne sont pas prisonniers de l'histoire. Et c'est ça que n'ont pas compris les États, qui sont toujours en retard sur la jeunesse. Ils n'ont pas compris. Ils ne comprennent pas ce mouvement-là. Ils ne comprennent pas. Ils courent derrière ce mouvement. Donc les États n'ont pas compris ça. Les démocrates n'ont pas compris ça, parce qu'ils sont tous très vieux, ils sont des combats anticoloniaux. Hein, ESFP, FFS, Saïd Ahmed, il a 86 ans. Enfin, je ne vais pas donner l'âge des responsables d'opposition, c'est dramatique. Hein, de toutes les oppositions. Donc ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Donc, ni les États, ni les oppositions, ni les islamistes, qui eux sont restés dans des combats des années 90. C'est il y a 20 ans maintenant. Il y a 20 ans. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'est une nouvelle génération qui n'a plus rien à voir avec tout ça, mais qui entend tout simplement faire respecter ses droits. Tout simplement, des droits, c'est simple, c'est pas compliqué. Hein. Donc, voilà, donc l'angoisse qui a saisi l'Occident, parce que je sais, que se passe-t-il, attention, les barbus, je sais pas quoi, etc. Bah, il n'y en avait pas, c'est une nouvelle génération, c'est des gens qui arrivent, qui veulent créer une nouvelle histoire, tout simplement, mais qui en même temps veulent rester dans des droits égalitaires pour tout le monde. C'est-à-dire, celui-là, il n'est pas plus que moi. Un homme égale un homme, une femme égale une femme, égale un homme. Donc voilà. Est-ce que l'histoire peut s'écrire aussi par rapport à des enjeux économiques? C'est ce que j'ai compris de la question. Évidemment, ça c'est une discussion énorme, bien entendu, qui est très importante. Mais le niveau économique ne donne pas de manière automatique le récit historique. Pendant très longtemps, les marxistes ont considéré que la fabrication du récit historique dépendait étroitement de l'économie. C'est ce qu'on appelait les rapports entre l'infrastructure et la superstructure. Pour les vieux militants, ils savent que ça renvoie à des schémas, des catégories très anciennes. Et donc il y avait ce rapport, cette dialectique entre infrastructure et superstructure qui permettait d'élaborer un récit historique qui était celui de la praxis. C'est-à-dire qu'on construit, on fabrique un récit historique dans cette sorte d'interaction. En fait, les choses ne sont pas si simples. Si le poids de l'économie est central, le poids du politique l'est tout autant. Le politique est tout autant important que le poids de l'économie. Et qu'il y a une réévaluation du poids du politique qui a été faite par les historiens, précisément ces 20 dernières années. C'est-à-dire le poids de la décision politique individuelle a été réévalué. C'est-à-dire le choix des hommes, des individus, dans le fonctionnement du système politique. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut passer de l'autre côté et éliminer le poids de l'économique. Or, c'est vrai, et la question que pose monsieur est tout à fait légitime, c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à trop surévaluer le poids du politique individuel au détriment des enjeux économiques. Donc il faudrait revenir, effectivement, à une sorte de rééquilibrage sur le plan théorique. Ça, c'est vrai. Vous croyez que c'est possible? Est-ce que je peux me permettre juste de rajouter un point, parce qu'on parlait de la rive sud de la Méditerranée. 2 points très rapidement. Je disais dans je ne sais quel quotidien que quand on pose la question aux jeunes concernés par ces mouvements, certains d'entre eux disent nous, on a compris que notre avenir est dans notre pays. C'est chez nous qu'on va faire notre histoire. Et on n'est plus dans le schéma de je veux quitter mon pays, je veux prendre tel ou tel bateau, tel ou tel barque pour aller vers un Occident qui se pose des questions sur son avenir, sur son leadership à travers le monde, sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Asie, dans les pays émergents, etc. Donc nous, on veut faire notre histoire dans nos pays. On ne veut pas quitter nos pays pour... Première chose. La deuxième chose, est-ce que, quelque part, l'émergence de ces formes démocratiques, et je pense que je rejoins tout à fait ce que disait Benjamin, pas chercher, bon, il y a toujours de la complexité, après, si on veut affiner. Mais globalement, ça résume parfaitement l'esprit dans lequel s'inscrivent ces mouvements. Donc la question, c'est, sur un plan, on va dire, géopolitique, est-ce que c'est mieux de traiter avec des systèmes démocratiques dans le sud de la Méditerranée, vu du côté de l'Occident?
Ou est-ce qu'il vaut mieux traiter avec des systèmes autoritaires? Chacun apportera sa réponse. En tout cas, l'histoire a apporté un élément de réponse. On a vu ce que les systèmes autoritaires peuvent fabriquer dans ces pays. On a vu ce que ça fabrique. Alors peut-être que le monde occidental a tout intérêt, comme dirait quelqu'un, à accompagner ces mouvements qui sont producteurs de quelque chose de plus démocratique, donc peut-être de plus fréquentable pour un monde occidental qui a construit son histoire les deux derniers siècles sur justement la primauté de la liberté, de l'homme, de la séparation du pouvoir, etc. Alors, on prend d'autres questions. Monsieur le professeur, votre confrère géographe Yves Lacoste écrivait dans un de ses récents ouvrages qu'à propos du phénomène des cités, du comportement des jeunes maghrébins dans ces cités, la faute était lourde qui incombait aux parents qui n'avaient jamais osé dire la vérité à leur fils. J'aurais aimé avoir votre sentiment. On prend plusieurs questions. Alors, deux autres questions. Devant aussi. Bonsoir. Je voudrais remercier M. Stora de son exposé tout à fait fouillé. Alors moi j'avais 8 pages de notes, alors j'ai essayé d'être bref. Il y avait le devoir de mémoire, la mémoire courte, et puis ce que j'ai appelé la mémoire sélective institutionnelle. Alors, vous avez fait un exposé dans la discussion qui torpille complètement l'histoire. En fond, si je comprends bien, l'histoire n'est plus intéressante et on ne peut plus la faire. D'ailleurs, je pense qu'à l'ère où tout c'est par téléphone, il y a une grande partie des preuves qui disparaissent. Et donc, je ne sais pas comment on va pouvoir, à partir de maintenant, faire de l'histoire. Hein, puisqu'il y a un grand journaliste au moment de la guerre du Golfe qui a tiré 3 enseignements. Premièrement, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait, parce que l'armée américaine, dans la guerre du Golfe, bouclait tout et manipulait l'information. Deuxièmement, il y avait une inertie dans les décisions, c'est-à-dire que quand on envoie une armée formidable dans le Golfe, la décision, elle est prise au moins 1 an à l'avance. On ne le dit pas, bien sûr. Donc, comment faire de l'histoire à partir du moment où il y a une telle inertie? Et puis le troisième point, c'était que, avec beaucoup d'argent, mais pas de civilisation, on ne pouvait pas aller bien loin. Alors, ça c'est pour l'anecdote. Alors, ce que je me disais, j'ai voulu consulter, j'ai eu la chance, j'ai un voisin haïtien, et il m'a donné le manuel. Alors, si vous voulez, vous avez parlé de manuel, et essentiellement votre propos, c'est l'histoire faite du côté de ceux qui l'écrivent, pour l'essentiel. Et moi, je voulais resituer la question d'une toute autre manière, c'est l'histoire de la manière de ceux qui la reçoivent. Hein, c'est-à-dire qui subissent, comme on appelle ça, le bidonnage ou le bourrage de crâne, quoi. Et j'ai des témoignages écrits, hein, j'ai le manuel de la Troisième République, juste avant la guerre de 14. Et donc, je me disais, comment faire l'histoire? Parce que c'est très compliqué, en fait. Hein. Déjà... Excusez-moi, je vais vous couper 2 secondes. On a du mal à comprendre votre question. Ah bon? Ah oui, oui, forcément, parce que... alors, la question... Oui. Bah oui, c'était... comment fait-on l'histoire? Comment on la reçoit? Parce que c'est très joli de faire des manuels. Vous parlez du manuel franco-allemand. Moi, ce que je pense, c'est très provocateur, mais que les manuels d'histoire qu'on donne à nos enfants dans les écoles primaires, par exemple, n'ont rien à voir avec le manuel franco-allemand. C'est des manuels d'histoire qui sont faits pour ménager la chair et le chou. Et comme il faut faire des affaires et vendre le manuel d'histoire aussi bien dans le privé, enfin l'enseignement catholique par exemple, et l'enseignement public, c'est de l'histoire